Bonsoir à tous. Je suis votre aubergiste temporaire de Culture Club Sandwich du nom de Florian. Et c'était ça la news. et c'était ça la news. C'était déjà une première news, une première actualité qui tease le segment à venir d'actualité. Voilà. Donc ce soir pour le 25e déjà hebdo de Culture Club Sandwich de la saison 1. C'est là où on voit le bon présentateur, c'est qu'il a compté les émissions. Moi, quand je présente, j'oublie toujours de compter les émissions. Mon processus mnémotechnique, c'est toujours de retirer un. Donc là, c'est le hebdo 26-1. Voilà. Donc hebdo 25. Et ce soir, on va avoir... J'ai compris. Mais c'est du mnémotechnique, ça. J'ai arrêté d'écouter. Ça m'évite, en fait, c'est pour me souvenir du bon numéro. Voilà, 26-1, ça fait 25. Ce soir, il y aura beaucoup de recos culturels diverses et variées. On a expérimenté avec beaucoup de choses, enfin surtout moi, je sais pas pour les autres, mais on aura notamment du cinéma, des séries, des jeux vidéo, de la télé-réalité, d'autres choses, et au milieu de tout ça, comme on vient de le teaser, des actus. Ce soir pour m'accompagner, nous avons 3 croustipotes, 3 sandwichoches, à savoir... Sandwichoches. On est choche. Calzone. Oui, bonjour, je suis une Regina. Voilà. Cécile, également bonjour. Une Regina. Avec quel supplément? Calzone's betrayed me. Calzone. Donc Calzone supplément œuf et également Elodie. Bonsoir Elodie. Bonsoir, je suis une 4 fromages. Voilà, supplément plaid. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir un peu ce que tout ce qui s'est un peu passé en termes de vos expériences culturelles, un peu de ce que vous avez fait, regardé, écouté, lu cette semaine. Et on va commencer avec Cécile. Et Cécile, en fait, d'après ce que je comprends, tu as vu la nouvelle saison sur Netflix de la version américaine de Love is Blind, qui en est déjà à sa 8e saison. Déjà, oui, et comment dire que ouais... Alors ça fait 5 ans, ils viennent de fêter leurs 5 ans, mais on a eu 8 saisons. Et comment vous dire que cette 8e saison est un calvaire, vraiment. Déjà, pourquoi regarder 8 saisons de Love is Blind? Peut-être parce que je n'ai rien de mieux à faire de ma vie, et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas mieux à faire de ma vie. Je n'ai pas assez de temps de cerveau disponible pour regarder des choses plus intelligentes, sans doute. Mais là, vraiment, non, enfin, cette saison 8, c'est un cauchemar, en fait. Vraiment, si vous n'avez jamais vu Love is Blind, je vais vous résumer un petit peu le principe. C'est... Chercher l'amour avec des patates autour. Oh, c'est beau ce que tu dis. Non, c'est des hommes et des femmes qui cherchent à trouver l'amour sans se baser sur le physique. Donc, ils font des dates dans ce qu'on appelle des pods. Donc, ils sont dans des salles séparées les uns des autres. Et donc, ils ne se voient pas. Les hommes et les femmes ont des pièces communes, mais par contre, voilà, ils discutent les uns avec les autres en regardant en fait un mur. Ils ne voient pas la personne du sexe opposé à laquelle ils parlent. Pendant 10 jours, ils parlent entre eux comme ça. Ils finissent par choisir une personne qui est, mon Dieu, l'amour de leur vie, et ils vont se fiancer. Ils vont partir 3 jours dans une destination de rêve pour se rencontrer, se voir en vrai et souvent niquer pour la première fois, parce que bon, faut savoir quand même si ça match un peu côté physique. Et ensuite, ils vivent 3 semaines dans un magnifique appartement prêté par la production, jusqu'au jour donc du mariage, après 1 mois de s'être connus. Et voilà, la question c'est, vont-ils se marier ou non? Oh là là, l'amour est-il vraiment aveugle? Comme la série de télé-réalité sur TF1 déjà se marier, je trouve ça fou. Alors se marier après 1 mois. Alors bizarrement, pratiquement donc toutes les saisons finissent sur au moins un mariage. Et pratiquement toutes les saisons ont encore des couples mariés à ce jour. Je crois qu'il n'y a que la saison 2 où tous les couples qui s'étaient mariés ont divorcé. Mais sinon, actuellement, toutes les autres saisons de la version US ont encore des couples mariés à ce jour. Et certains même ont des enfants. Donc voilà, ça a fonctionné pour certains. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Je suis content. Mais alors, le problème de cette saison 8, c'est déjà, elle a très mal commencé parce que d'habitude, on a... il y a 10-12 épisodes dans une saison de Love is Blind, et d'habitude on passe 4 épisodes dans ce qu'on appelle les pods, donc les rencontres à l'aveugle. Ça représente, 4 épisodes. Là on en a eu 6.
C'était extrêmement long. Mais oui, mais tu sais, c'est exactement le même problème qu'a eu L'amour est dans le pré à un moment donné. C'est que moi, je regardais parce que ça me faisait marrer et tout, mais il y a un moment donné où ils ont commencé à étirer le truc et en fait, ça durait des plombes et des plombes. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Ah non, mais les épisodes en plus sont super longs. Les épisodes font plus d'1 heure. Dans les pods, enfin, c'était atroce. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus saoulé, parce que en soi, c'est pratiquement la partie que je préfère. C'est la partie où on les voit tomber amoureux sans le physique, vraiment avoir des discussions parfois assez profondes. Ça peut être intéressant. Mon côté midinette aime bien. Voilà, j'aime l'amour. J'aime bien voir des gens parler d'amour et essayer de voir comment ils décident est-ce qu'ils sont compatibles ou pas. Moi, je trouve ça intéressant. J'aime bien cette partie-là. Mais là, ce qui m'a saoulé, c'est que pratiquement les 6 épisodes qu'on passe dans les pods s'intéressent à des couples qui ne finissent pas ensemble, qu'on ne voit pas dans la suite de la saison. Donc pourquoi vous me faites perdre mon temps ? Je m'en fous de triangle amoureux qui ne mènent à rien. Moi, ce que je veux voir, c'est les discussions des couples qui vont ensuite se mettre ensemble. J'en ai rien à foutre des autres. Pourquoi vous me montrez le cast étendu ? Ils ont fait en plus une pub en mode c'est le plus grand cast qu'on a eu, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut à la limite, c'est qu'il y ait plus de mariages. Mais là, d'avoir des gens qui ont discuté entre eux pour finalement décider que on n'est pas fait pour être ensemble, on va pas se fiancer. Eh ben, ça servait à rien. Pourquoi vous m'avez montré ça ? C'était nul. Et après, le gros problème de cette saison, c'est que d'habitude, j'avoue, dans le drama, pour le drama, dans les couples qui se fiancent, il y a toujours un résidu de triangle amoureux. Genre, il y en a 2 qui ont parlé super longtemps, qui s'aimaient bien, qui se tournaient autour et finalement qui ont choisi d'autres gens. Et donc, quand ils se rencontrent, voilà, il se passe un truc, tu te demandes, est-ce que vraiment ils vont rester avec leur partenaire ? Est-ce que ça va se trahir ? Enfin voilà, il y a un peu de drama. Là, non, parce qu'en fait, tous les triangles amoureux ont capoté avant, donc les couples entre eux, quand ils font des réunions tous ensemble, c'est chiant, et les couples, au sein des couples, dans la plupart des temps, c'est chiant aussi. Les couples, soit ils s'aiment pas, soit c'est un peu gnangnan, il se passe rien, donc on voit vraiment pas grand-chose dans les épisodes. L'épisode du mariage, voilà, c'était pas fameux. Et la réunion, voilà, l'épisode de la réunion est sorti aujourd'hui. C'était 1h20 de trucs chiants, vraiment. Si vous voulez découvrir Love is Blind, regardez la saison 1. La saison 1 a tout ce qu'il faut. La saison 1 a un couple qui est vraiment le couple iconique de la série. Personne n'a réussi à faire mieux. Vraiment, pour le côté midinette et amoureux, vous serez servis, vous aurez du drama, vous aurez des triangles amoureux, et ça suffit en fait. Regardez la saison 1. Le seul défaut de la saison 1, c'est qu'ils chargeaient à mort sur l'alcool, et ça se voit. Il y a vraiment beaucoup de scènes où certaines filles, notamment les filles, sont ultra alcoolisées, et ça, clairement, ça va pas. Mais pour le côté drama et amour, vous aurez ce qu'il vous faut. Maintenant, voilà, la 8e saison, c'était chiant comme la mort. Ils ont réussi à avoir un mariage, je ne sais pas comment, mais voilà, je ne sais pas comment. Je crois qu'ils ont encore là, jusqu'à la saison 11, qui ont été castés et qui sont en cours de tournage. Comment ils vont réussir à continuer à faire marcher le bousin, je ne sais pas. Comment ils vont réussir à faire tourner la machine encore pour 3 saisons, voire plus. C'est un mystère pour moi. Ma théorie, c'est qu'ils ont eu le mariage dans un paquet bonux, comme selon l'expression consacrée. Donc, la saison 9, 10 et 11, ça sera Love is Bonux. Ça. Non, mais je pense que... Alors, je connais pas... C'est pas du tout ma cam, mais je pense que c'est le genre de télé-réalité qui fonctionne surtout sur un casting. Si de base, le casting est pas excellent... Oui, non, mais... si la prochaine saison, le casting est top, du coup, ça relance le truc. Ça peut relancer la machine. Après, c'est vrai que peut-être qu'ils vont apprendre de leurs erreurs et qu'ils vont s'apercevoir qu'ils sont restés trop longtemps sur une partie et que du coup... Après, c'est le problème de ces plateformes, c'est que c'est difficile de jauger l'audience et de savoir à quel moment les gens ont commencé à décrocher, s'ils ont décroché, donc à la télé, ça se voit tout de suite, quoi. Il y a eu des problèmes sur les saisons précédentes, c'était que les couples qui partaient en lune de miel n'étaient pas assez solides, et donc on s'est retrouvés, il y a une saison, je crois, qui a fini avec seulement... Habituellement, on arrive à suivre 5-6 couples qui sont censés aller jusqu'au mariage, et en fait, la grande majorité abandonnait avant le mariage. Et donc, ils se retrouvaient avec un épisode de mariage où il y avait 2 couples à marier. Ce qui est ridicule, ils sont censés tenir 1 heure sur cet épisode-là. Donc, c'était très compliqué. Là... J'avoue, ils ont réussi à convaincre tous les couples de rester jusqu'au mariage. C'était pas le cas les saisons précédentes, donc tant mieux pour eux. Ils ont réussi à avoir matière pour toute la saison.
Mais je pense vraiment qu'on se dirige vers des saisons qui vont finir avec aucun mariage. Pour l'instant, en tout cas dans la version US, c'est pas encore arrivé. Je sais pas si dans les autres... regarder 4 mariages pour une lune de miel pour voir. C'est ça, pour être sûr de voir des mariages. Alors, on voit les mariages, c'est juste qu'on les voit pas forcément se dire oui à la fin. Mais là, oui, on allait vers des saisons qui potentiellement allaient n'avoir aucun mariage à la fin parce que tous allaient se séparer avant. Là, il y a quoi ? Il y a un couple, je crois, qui se sépare avant le mariage, mais pas beaucoup plus. Mais je pense qu'on va finir par avoir des saisons où tout le monde va aller au mariage, mais personne ne dira oui. Et c'est pas pour ça qu'on regarde, en fait. C'est pas le concept de la série. Donc voilà, je sais pas. Le monde paravolo, rien à marre. Je suis pas sûre de regarder la prochaine saison US, clairement, ça m'a tellement gavé. Sauf après, si les retours sont bons. C'est ça aussi, c'est peut-être qu'il y a eu tellement de versions assez fortes dans plein de pays que peut-être que de revenir à la version US, tout d'un coup, ça paraît un peu... Ah, je sais pas, j'ai regardé quelques autres versions et... c'est pas toujours... c'est pas tellement mieux, hein, parce que vraiment, le formatage est le même. Il y a juste Love is Blind Habibi que j'ai pas accroché du tout. Les discussions qu'ils avaient dans les pods m'intéressaient pas. Donc j'ai pas réussi, je crois que j'ai même pas regardé tout le premier épisode. Sinon, j'ai vu pas mal... j'ai vu Brésil, j'ai vu... Germany, j'ai vu Suède, j'en ai vu pas mal. C'est toujours la même sauce, hein, vraiment, c'est exactement pareil. Et il y a France qui débarque cette année, avec Teddy Riner et sa femme à la présentation. Donc ça, je pense par contre que la version France... Dans les candidats, moi. Non, même pas. Je pense regarder quand même la version France. Il est chaud, Teddy. Ce sera peut-être un peu plus intéressant, mais voilà. Teddy Riner à la présentation, ça va être catastrophique, ça. Tu sais, après, aux États-Unis, c'est Nick Lachey et Vanessa Lachey. C'est pas fameux non plus. Au final, les présentateurs sont là très peu. Hein, ils lancent les différentes périodes. Ils disent et maintenant, vous êtes dans les pods. Et maintenant, vous êtes à la lune de miel. Et maintenant, c'est la partie dans les appartements. Je dis ça parce que j'ai fait un spot avec Teddy Riner il y a quelques années et c'était vraiment... pour apprendre 3 lignes, c'était une belle galère. Alors peut-être qu'il s'est amélioré depuis. Il va venir toquer à ta porte, tu vas voir. Ça va, il passe pas la porte. C'était drôle, hein, il était très sympa et voilà, mais c'est vrai que tu sentais que c'était pas son métier, quoi. Il est très gentil, mais oui, c'est pas un acteur. Et donc, je sais pas ce que ça va donner en présentation. Ça me surprend parce que vraiment, on sentait qu'il était pas à l'aise. Peut-être que sa femme sera meilleure. Hein. Après, c'était il y a très longtemps. Peut-être. Hein, peut-être aussi que sa femme. Une dizaine d'années, donc. Sa femme est peut-être une bonne cliente, je ne sais pas du tout. Mais enfin voilà, Love is Blind saison 8, je ne vous la conseille pas. Passez votre chemin. Regardez une autre daube, mais pas celle-là. Donc voilà, c'est une non-reco comme une autre, hein, j'ai envie de dire. Et, une daube mal assaisonnée. Voilà, et en parlant de bonnes clientes, Elodie, tu es une bonne cliente de livres, je suppose. Oui, j'ai eu peur de l'enchaînement, mais en fait ça va. En parlant de daube. Non, eh bien moi je vais vous parler effectivement d'un roman qui s'appelle Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa. C'est un roman assez poignant, c'est un mélange de douleur et de lumière et je me disais que ça faisait longtemps que je vous parlais que de trucs mignons là. Ça va pas, ça faut que je change. Donc je reviens à mes premiers amours, des histoires tragiques. Voilà. Donc ce roman il a été publié en 2021 et en fait c'est un récit qui navigue entre passé et présent, entre une enfance volée et une rédemption qui se pointera peut-être un peu plus tard. Et ce roman c'est vraiment une claque. Pour vous résumer sans spoiler, l'histoire suit Joseph. Alors je vous le résume bien comme j'aurais aimé qu'on me le résume parce que vraiment le résumé du livre il est atroce. Il ne vous dit rien. Littéralement. Donc tu recommandes le livre, mais tu recommandes pas la 4e de couverture. Non, elle est horrible. La 4e de couverture, c'est littéralement nul. Une phrase qui te dit « C'est l'histoire d'un mec qui joue du piano dans une gare. Ceci est son histoire. Toum toum. » Voilà, c'est tout ce que tu sais. Et franchement, ça va qu'on me l'avait bien vendu avant, parce que sinon, j'aurais jamais été dessus. Ça, c'est mon piano. Là, c'est la gare où je devais partir en vacances. Et maintenant, vous vous demandez « Mais comment j'en suis arrivée là ?» Ouais, c'est ça. Alors du coup, t'as l'impression que ça va être une comédie. Ça, et en fait, c'est moi il y a 48 heures. Donc l'histoire suit Joseph, un homme qui passe son temps à jouer du piano dans les gares, mais aussi dans les aéroports et tout autre lieu public où il y a des pianos. Et il a avec lui une valise pleine de souvenirs et de regrets. Je croyais que t'allais dire une valise pleine de sous. Non, pour le coup, non, justement. Il a plus grand-chose, le pauvre.
On comprend vite qu'il fuit quelque chose ou qu'il cherche peut-être à se racheter ou à racheter quelque chose. Et en fait, l'occasion fait le larron. Il y a un type à un moment donné qui lui dit que quand même il joue comme un dieu, mais qu'est-ce qu'il fout bordel dans une gare? Et donc il va lui raconter son histoire et donc c'est comme ça que le roman commence. On va donc découvrir son enfance dans un orphelinat austère. Et je vous assure que j'ai écrit mon avis avant tout ce qui s'est passé, mais finalement, c'est assez d'actualité. C'est un orphelinat qui est dirigé d'une main de fer par des religieux assez peu compatissants, pour le dire très gentiment. Et là-bas, Joseph et ses camarades vont survivre, mais aussi trouver des liens qui dépassent la souffrance. Et à travers tout ça, eh bien, il y a la musique, un peu le langage universel. La musique comme un langage universel qui va lui servir de bouée de secours et voilà, on va suivre de son enfance à comment il est arrivé dans cette putain de gare. Ce qui rend le roman très fort, c'est surtout sa manière de mêler la dureté du récit à une véritable poésie, parce que je vous assure que c'est pas très facile à lire, hein. C'est pas de la lecture de plage. Mais là, dans ce roman, donc Jean-Baptiste Andréa, il cherche pas à faire dans le mélodrame gratuit, mais c'est vraiment une histoire qui se concentre sur les émotions. Et en fait, il a cette capacité à raconter l'indicible avec beaucoup de délicatesse. C'est assez bouleversant. On oscille quand même entre la brutalité des souvenirs d'enfance et la beauté des instants volés, parce qu'il y a de l'amour quand même au milieu de tout ça et c'est beau, mais surtout de la souffrance malheureusement. Et en fait, c'est toujours un équilibre fragile entre les deux et c'est raconté de manière très poétique. Au niveau des personnages, on a donc Joseph qui est un personnage assez magnifique. On le découvre à la fois en adulte cabossé, mais aussi en enfant marqué par la vie. On a son double regard qui renforce l'attachement qu'on a pour lui. Et puis à côté de lui, on a aussi tous les autres enfants qui étaient dans l'orphelinat et ils sont chacun avec leur fardeau. Chacun va apporter une petite nuance au tableau. Et c'est pas juste des personnages secondaires parce que chacun, ils vont incarner des morceaux de la même mélodie tragique. Et en fait, avec eux, on va reconstituer un peu le puzzle d'une époque qui, j'ai envie de dire, est un peu dépassée, mais finalement, l'histoire actuelle me donne un petit peu tort. Mais voilà, alors pour l'ambiance, on oscille entre mélancolie et espoir. Et en fait, le style de Jean-Baptiste Andréa y est pour beaucoup. Il a une écriture assez fluide, c'est presque musical. Et je vous assure que j'ai pas fait exprès de faire le jeu de mots. Il a un vrai sens du rythme dans sa narration, ça fait qu'on décroche pas une seconde. Ça se lit assez vite, malgré que ce soit, qu'on lise des choses assez atroces. En fait, on n'arrive pas à... c'est vraiment un page-turner. Il y a des descriptions assez saisissantes, mais c'est pas lourd. Il y a beaucoup d'émotions et c'est pas non plus dégueu pour être dégueu, quoi. Ça reste assez on va dire, polissé dans la description, mais sans non plus cacher les faits, quoi. Donc, si vous aimez les récits d'enfance très marquants dans la lignée de Les Garçons de l'été ou Un sac de billes, pour ceux qui connaissent, eh bien, allez-y, foncez. C'est un livre qui parle de résilience, de douleur, mais aussi d'humanité. Donc, ça peut toucher un peu tout le monde. Par contre, effectivement, il faut être prêt à encaisser quelques passages assez durs. Ça fait partie des romans qui restent avec vous bien après la dernière page. Ça parle d'injustice, mais aussi d'amitié et de rédemption. Et ça montre que même dans l'obscurité la plus totale, il y a toujours une note de musique pour nous guider. Donc voilà, c'est un roman qui est assez puissant, assez dur, mais profondément humain. Ça va vous marquer et peut-être que la prochaine fois que vous verrez un type qui joue du piano dans une gare, et ça vous rappellera cette histoire et que vous vous direz que peut-être que c'est pas juste un type qui a rien d'autre à foutre de ses journées que de jouer dans une gare. Eh bien, merci, ça a l'air vraiment, vraiment passionnant, même un peu dur. Du coup, tu as des trigger warnings en fait pour ce livre, C'est pas non, en fait, c'est pas un récit de maltraitance horrible, mais c'est juste en fait bon, on va pas se mentir, ça cogne des enfants quand même, mais c'est pas, les descriptions sont pas horribles et ça parle plus de la manière dont il va s'échapper en fait. Donc ça va, vous pouvez y aller, c'est pas non plus c'est plus dans les émotions que c'est difficile. Oui. Daffy et Porky sauvent le monde, que tu as donc vu.
Oui, j'ai enfin pu voir Daffy et Porky sauvent le monde cette semaine sous les bons conseils de notre aubergiste du soir. Et effectivement, c'était bien cool. J'ai passé un très bon moment. Vraiment, c'est un gros délire, c'est n'importe quoi du début jusqu'à la fin. Mais voilà, c'est les toons comme on les aime. Enfin, des jeux de mots pourris toutes les 2 secondes, des situations cartoonesques, en veux-tu en voilà. Un petit twist à la fin enfin, aux 3/4 qui est plutôt sympa. Des enjeux des enjeux qui sont plutôt drôles. Enfin voilà, c'est vraiment un gros plaisir. Ça dure 1 heure et demie. Ça fait vraiment très plaisir de voir de l'animation classique, de revoir de l'animation cartoon au cinéma. C'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, je pense que les réalisateurs ont vraiment voulu dans le générique de fin. On voit tous les dessins qui ont été faits pour le film. C'est vraiment, enfin, c'est une lettre d'amour et tu le vois dans le générique de fin avec tous les storyboards en fait et tous les croquis en fait tous les dessins intermédiaires, tous les trucs. Ouais. On sent qu'ils ont envie de montrer que c'est quand même un vrai plaisir de voir de l'animation classique. Et effectivement, c'était vraiment chouette. Moi, j'étais dans une salle où il y avait quelques enfants qui se sont vraiment bien marrés. Ça n'arrête pas, ça a un rythme démentiel. C'est presque, à un moment donné, on est submergé par ça parle, ça explose, ça court dans tous les sens. C'est presque trop, mais c'est normal, c'est les cartoons, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez envie de vous faire un gros kiff et que vous aimez les cartoons, bah faut pas louper ça parce que c'est vraiment très chouette à regarder. Beaucoup moins virevoltant et beaucoup moins foufou. J'ai vu aussi un film qui s'appelle Sing Sing. Alors Sing Sing, c'est rien à voir avec une chanson. C'est en fait Sing Sing, c'est le nom d'un pénitencier qui se trouve dans l'État de New York aux États-Unis, qui existe vraiment. Et en fait, on suit le club théâtre en gros du pénitencier qui est animé par un metteur en scène, acteur, voilà, qui réunit des détenus qui ont envie de s'exprimer, de faire autre chose que de leur journée, que de glander et de dealer. Donc, à travers des ateliers des Sing Sing. Et ouais, c'est ça. Et donc en fait, on va suivre la mise en place d'une pièce. C'est pas un grand film, mais c'est un film qui a décidé qui a décidé de prendre des acteurs qui sont réellement des détenus du pénitencier ou des anciens détenus du pénitencier, qui eux-mêmes ont participé à un programme de théâtre dans ce pénitencier. Et donc forcément, il y a un côté attachant avec ces personnages parce qu'ils sont à fleur de peau. Ils jouent, mais pas tellement. Il y a vraiment quelque chose de très sincère qui se dégage d'eux. C'est pas extrêmement bien réalisé. C'est plutôt très classique dans sa façon de faire. Il n'y a pas une lumière incroyable. Il n'y a pas un montage incroyable. Il y a pas. Mais au final, on est quand même touché par cette histoire parce que finalement, c'est des gens. Globalement, on ne sait pas trop pourquoi ils sont en prison. Donc on essaie de deviner par rapport aux indices qui sont donnés, mais on ne sait pas exactement. Et il y a plein de gars où on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent en prison? Ils ont l'air tellement gentils, tellement sympas. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la rédemption et quelque chose qui est toujours vivifiant à regarder et de montrer que ouais, c'est pas parce qu'on est en prison qu'on est un sale bonhomme. Et voilà. Ce type de programme met ça en exergue et je trouve que c'est toujours, surtout à une époque où on a un ministre de la justice ou de je sais pas quoi qui pense que être en prison c'est rester sur son lit dans 9 mètres carrés toute la journée et qui oublie la dimension
de résilience et de réintégration dans la société. Bon, bah voilà, on voit que ce genre de programme peut changer la donne et peut changer la vie d'hommes et de femmes qui sont incarcérés. Donc voilà, pas un grand film, mais un joli film qui méritait ses nominations aux Oscars. Je crois qu'il en a eu 2. Et j'ai vu un autre film qui, lui, était... Sing Sing, on en a un peu parlé, notamment parce qu'ils ont été nominés aux Oscars, mais il y a un film qui est passé un peu inaperçu qui s'appelle Les Damnés, qui a été... Alors, rien à voir avec Les Damnés de Visconti, mais c'est un autre réalisateur italien qui l'a réalisé, qui s'appelle Roberto Minervini. Et c'est un réalisateur qui s'est intéressé à la guerre de sécession aux États-Unis. Donc c'est marrant parce que c'est une période dont on parle pas beaucoup au cinéma, alors que c'est quand même assez intéressant. Et c'est marrant de voir que c'est un Italien qui s'y colle. Et lui, il a décidé de montrer la guerre de sécession d'une manière. Alors c'est un ancien réalisateur de documentaires. Enfin un ancien, non, il continue d'ailleurs à en faire. Mais là, il se trouve que pour cette histoire-là, il a décidé de passer à la fiction. Et donc son point de vue, en fait, son angle, c'est de montrer la guerre de sécession en suivant une patrouille qui est envoyée en reconnaissance, en fait. Et sauf que cette patrouille, elle erre dans un espèce de désert, elle erre dans les grands espaces américains. Elle ne croise quasiment jamais personne. Et en fait, c'est une autre manière de montrer la guerre. C'est aussi de montrer l'ennui. C'est aussi de montrer les interrogations qui, au milieu de cet ennui, sortent. C'est aussi de montrer un peu l'aliénation de la jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup des jeunes qui sont... c'est une patrouille, en fait, où il y a des vieux et des jeunes. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a une vraie différence de tempérament entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a les jeunes qui sont encore très croyants, encore très naïfs, encore très motivés justement par la religion et par le fait d'être sûr de faire quelque chose de bien. Et puis il y a les vieux qui, bon, eux, sont beaucoup moins naïfs, on en a vu passer. Et sont un peu plus sur la réserve et veulent pas gâcher l'enthousiasme des jeunes, mais en même temps, ils savent que ce conflit n'a pas beaucoup de sens. Et donc voilà, on suit. C'est un rythme qui est très lent, qui est très naturaliste, mais qui, alors à un moment donné, il y a une fusillade, on voit même pas l'ennemi, ils se font tirer dessus, ça dure assez longtemps. Mais ils savent même pas contre qui ils se battent à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils pourraient se battre contre leur propre camp, contre des Indiens, contre le camp adverse. On sait pas. Mais ils se font tirer dessus, donc ils répondent. Et voilà. Enfin, c'est un film qui montre l'absurdité des conflits, qui montre qui montre aussi à quel point les fondations américaines se sont créées autour d'une division. Et évidemment, cette division, on la retrouve encore aujourd'hui. Elle est à nouveau exacerbée. Et voilà, le film part de ça. Alors après, c'est un film qui est pas facile à regarder, qui est très beau visuellement. C'est Carlos Alfonso Corral qui a fait la lumière et l'image du film. Et honnêtement, c'est vraiment très 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 beau. Mais c'est vrai que c'est pas un film qu'on peut mettre entre toutes les mains parce que bon, c'est quand même assez exigeant à regarder. Il a un avantage, c'est qu'il dure même pas 1h30, donc du coup c'est lent, mais c'est pas long. Voilà. Et sinon, il y avait un concert apparemment. Ouais. Je suis allé voir. Je vous avais parlé de Ditz il y a quelques numéros. Alors là, moi, je suis pas comme Florian. Je ne note pas les numéros. Donc, non, mais c'est des maths, on s'en fiche. Ouais, c'est ça. Et puis c'est plus. Je vais mettre un +1 à ta recommandation. +1. C'est plus punk comme ça de pas mettre de numéros. Ouais, parce que Ditz, donc je vous disais, c'est à l'époque
dans le podcast, je vous disais, donc c'est un groupe de post-punk que j'ai découvert en première partie de Idols. Et cette fois-ci, ils avaient la scène pour eux et c'était à la Maroquinerie à Paris. Petite salle que j'ai découvert, j'étais jamais allé à la Maroquinerie et c'est une salle qui est génialissime. C'est trop bien le Maroc. Mais c'est super quoi. Il y a un son qui est hyper bon, il y a une atmosphère qui est géniale. C'est juste super mal situé. Bah c'est pas très loin de chez moi donc moi je considère que c'est bien situé. Oui, toi ça va. Mais non, et vraiment l'écran était parfait pour ce groupe-là parce que c'était pas une grosse salle, mais c'est une salle qui a une grosse ambiance quand même. Et surtout, comme le son est très bon pour un groupe de post-punk qui peut partir dans les saturations, dans le brouhaha total. En fait, là, ce qui est bien, c'est que comme le son est très bon, on entend vraiment tous les instruments correctement. Ça part jamais dans la saturation. Le son est vraiment très clean, très net. Et du coup, c'est très agréable, je trouve, d'avoir ce type de concert dans une salle comme ça. Et non seulement, ils ont assuré de fou quoi. C'est-à-dire que ce qu'ils ont promis dans la première partie de Idols, ils l'ont développé encore plus sur scène. Et franchement, c'était vraiment un super concert. En plus, moi j'avais la chance d'avoir le père du guitariste juste à côté de moi. Donc c'était assez marrant parce qu'il connaissait toutes les paroles, il était à fond. Et en plus, ce soir-là, c'était l'anniversaire de la grand-mère de ce même guitariste. Et la grand-mère qui était également là et qui connaissait toutes les paroles. Exactement. La grand-mère était en backstage, juste à la limite de la scène. Et moi, je la voyais headbanger pendant... Elle avait plus de 80 ans. Et je la voyais headbanger les paroles pendant tout le concert. Et j'étais mort de rire. C'est une petite vieille anglaise avec des bouclettes et tout. Enfin, elle pourrait ressembler à la reine... à Elisabeth II. Enfin, imaginez... elle est venue sur scène. On lui a souhaité bon anniversaire. C'était vraiment très sympa. Et voilà, non, c'était vraiment un super concert. J'aime encore plus ce groupe. Ils viennent juste de sortir un nouvel album qui est très bon aussi. Donc voilà, je peux que vous conseiller d'aller écouter ce que j'ai dit sur eux dans le podcast et d'aller les voir en concert parce qu'ils nous ont annoncé pendant le concert qu'ils revenaient à Paris le 21 novembre, il me semble, à l'Élysée-Montmartre. Donc n'hésitez pas si vous aimez vraiment ce type de musique, c'est vraiment chouette et le chanteur a un charisme de fou et en plus est très sympa et voilà, enfin moi j'aime beaucoup. Et en première partie, je voulais juste noter que en première partie, il y avait un groupe français qui ne fait des concerts que depuis 6 mois, qui s'appelle Chest. Et qui était super. Chest comme la poitrine, c'est chez CHEST. Exactement. Et super, franchement, on a adoré. Et c'est un super son. Le chanteur, il a un charisme de fou, une super voix. Il y a vraiment des tonalités à la Idols dedans. Je pense qu'ils vont gagner, quand ils vont gagner en maturité et qu'ils vont s'éloigner un peu de Idols, ce sera bien parce que là, il y a vraiment des trucs qui font vraiment penser à Idols. Donc. Mais c'est très très bon quoi, franchement, et c'était vraiment super. Au début la salle, enfin comme une première partie, elle était un peu froide et tout. À la fin, ils ont bien mis le feu. Donc vraiment bonne surprise. Petit groupe français là, et en plus je sais pas, le gars il doit avoir le chanteur il doit avoir une origine anglaise ou un truc comme ça. Il parle anglais hyper bien avec un super accent. Et du coup, moi, j'ai mis quelques chansons à comprendre qu'il était français parce que, franchement, moi, j'avais vraiment l'impression qu'il était anglais. Donc, comment ça va, Paris? Ouais, franchement, c'était vraiment super. Ils sont originaires de Paris en plus, donc c'était vraiment très local. Et voilà. Chest, je crois qu'ils sont sur Spotify aussi. Donc, allez jeter une oreille si vous aimez Idols. Franchement, ça vaut le coup. Mais beaucoup de choses sur cette semaine en fait, des films, des concerts, c'était très riche. Oui, bon, il y avait 2 semaines parce que j'étais pas là la semaine dernière. D'accord, sur cette dernière quinzaine. Voilà. On en arrive donc à quasiment la moitié du podcast en des termes mathématiques 0,5 et
il est l'heure. Il y a trop de maths là, moi je vais quitter ce podcast. C'est ça. Et pour compléter en fait cette équation, en fait, on va en arriver à la rubrique des actus. Je l'avais pris par surprise là. Voilà, c'est ça. T'avais pas assez préparé le terrain. Il y avait un petit blanc. J'étais sur le chat et puis du coup je voyais pas le conducteur, donc voilà. Ouais. Ce soir je suis à l'ouest. Non, il y a pas de problème. Moi personnellement, je suis du sud-ouest, donc c'est bon. On est toujours là, dans la bonne direction. Donc il y a énormément de news pop culture sur cette semaine. J'espère que tu es prêt en fait avec le petit jingle blagounette, juste pour. Tu confirmes que tu es prêt? Toujours prêt moi. Voilà, pas de souci. Sauf quand je suis pas prêt. Voilà, moi je mets des vannes en fait, donc c'est pour que ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, voilà. Et en général ça fonctionne pas, donc voilà. Du coup, on va commencer avec le seul problème, c'est qu'il faut que je comprenne que c'était une blague. Fais-moi un signe quand tu. Quelque chose de discret. Alors la première news, attention, ça n'est pas, je répète, ça n'est pas une blague, c'est même une petite news musicale assez triste. Pour commencer, on a perdu une légende du jazz et de la musique en général, c'était Roy Ayers à l'âge de 84 ans. Donc là, tu ne mets pas de jingle. C'était un test. C'est non. Roy Ayers, en fait, c'est une légende de la musique tout court. C'est un jazzman qui était, depuis la fin des années 50, c'est surtout un des vibraphonistes en fait, les plus connus du médium et du genre. Il a connu le succès surtout au milieu des années 1970 avec une série d'albums de jazz fusion qui ont été enregistrés avec son groupe Ubiquity, notamment avec l'album Everybody Loves the Sunshine en 1974 et surtout le single du même nom qui a été depuis repris, samplé un nombre innombrable de fois. Et il avait aussi connu une résurgence à la fin des années 1990, donc il a connu une méga carrière à la fois en étant massivement samplé par des artistes hip-hop américains, mais aussi en collaborant avec Erykah Badu et The Roots. Donc voilà, c'est vraiment une des légendes parmi les plusieurs légendes de la musique afro-américaine qui nous ont quittés sur ces 3 dernières semaines, donc ça la fout un tout petit peu mal. On va passer à l'actu série avec des news tout aussi tristes, pas mal de limbo sur les 2 dernières saisons. Donc soit la saison 8 sera visible d'abord sur TF1 et ensuite à la demande, probablement sur Prime Video qui a déjà les 6 premières saisons. Est-ce que vous avez regardé les quelques épisodes de SWAT? Non. Pas du tout. Non. J'étais pas Team Chez Marmour moi dans Criminal Minds, donc j'ai pas suivi le mouvement. Ouais. Oh, puis ça va, c'est la 3e fois qu'elle est annulée, c'est bon. À un moment donné. On a fait notre deuil déjà. C'est ça, ils l'ont annulé 2 fois avant de se raviser en disant non, mais on va repartir sur. Ils sont sympas, ils sont forts. Un peu de rap, allez, hop. Non, c'est plus. Est-ce qu'on a une meilleure idée? Est-ce qu'on a un autre truc qui peut faire de l'audience? Non, bon, bah, rappelez-les, vraiment, on va mettre ça faute de mieux. C'est vraiment ça, c'était vraiment la partie bouche-trou, où c'était fait que des jours après les upfront, etc. Ça, c'est installé, chez Marmour, il ramène de la meuf, laissez-le. D'ailleurs, ça a été renommé Squat. Tu veux dire à quoi? Ouais. Squat au lieu de soi. Ah ben voilà, tu utilises le jingle pour toi. Ben écoute. Mais au moins celle-là, il les comprend. Voilà. C'est ça qui est important, c'est que Olivier comprenne ses propres blagues. The Neighborhood, c'est la ça existe sitcom encore. Et également la sitcom de CBS, Voisin mais pas trop en VF. Et oui. Oh, et elle aura aussi sa conclusion au terme de sa 8e saison qui sera diffusée la saison prochaine. Voilà la série avec Cédric the Entertainer et Schmidt de New Girl, parce que voilà, Max Greenfield c'est Schmidt de New Girl, je cherche pas. Voilà, oui. Il s'appelle. Alors pour les amateurs de maths et de Wikipédia, il s'appelle Max Greenfield. Mais bon, on s'en fout. Mais non, c'est pas son vrai nom. C'est Schmidt de The New Girl. Voilà. Et en France, elle est diffusée sur BET et sur Comedy Central France. Un spin-off. Donc, elle n'a pas diffusé. Ouais, enfin, elle est diffusée, mais en fait, c'est vraiment en sous-marin, en fait. C'est, voilà. Avec les poissons, les carpes. Ouais, là, il y a vraiment. Et il y a un spin-off en fait de Voisin mais pas trop, de The Neighborhood, avec Tracy Morgan qui apparemment est en production pour Paramount+, qui s'appelle Crutch. Et Tracy Morgan, il a également
une autre actu cette semaine, puisqu'il est en pilote en lice pour NBC, où il va incarner un ex-joueur de foot américain sur le retour après un scandale qui a failli lui coûter sa carrière. C'est écrit par des scénaristes de 30 Rock, la série où Tracy Morgan a joué pendant 7 saisons, et c'est bien évidemment produit par Tina Fey et Robert Carlock. Donc un drama. C'est un drama, oui, parce que voilà, Tracy Morgan, c'est un spécialiste des dramas. The Recruit, annulé par Netflix après 2 saisons. Son créateur, Alexis Hawley, c'est mon état actuel. Oui, c'est moi. C'est toi, Hawley? Hawley, c'est moi. Et debout, c'est qui alors? Ça, je sais pas. C'est ceux qui jouent du piano debout, c'est Joseph. Puis. Mais c'est le héros du livre de Léodis, celui qui joue du piano debout. Ah, moi, il est assis. Il est assis. Bon, mais ok. Mais, du coup, on cherche encore Alexis Debout. Alexis Hawley souhaite vivement trouver un moyen de conclure la série, que ce soit assis ou couché, avec un téléfilm, même s'il n'y a pas eu de cliffhanger. Et tu t'aurais pu quand même mettre le jingle. Hein. Oui, merde, j'ai oublié qu'il y avait le jingle. Putain. Sois rapide, jeune Padawan, sois rapide. Je suis dessus, putain, pourtant. Et il a révélé que la série... J'écoute ce que tu dis, tu vois, je suis concentré sur ce que tu dis. Eh ben, c'est une mauvaise idée. Il a révélé que la série avait été développée puis abandonnée par USA Network avant que Noah Centineo, la star de The Recruit, n'arrive en cours de route, en cours de recruit, et fasse décrocher une saison de 8 épisodes pour Netflix. Donc voilà, c'est assez triste. Néanmoins, il a recommandé de quand même binger les 2 saisons de la série parce que il est assez fier de ce qu'ils ont réussi à faire. Non, mais je comprends pas que Netflix l'annule alors que justement ils ont mis une tête d'affiche Netflix dessus. Enfin, c'est un produit purement Netflix, donc j'ai du mal à voir pourquoi ils l'ont arrêté. Enfin, il parie quand même pas mal sur Noah Centineo, je sais plus son nom là. Mais, Centineo, voilà. Selon les bruits de couloir, Netflix aurait un petit algorithme nourri à l'IA qui lui dit qu'est-ce qu'il faut renouveler et qu'est-ce qu'il faut annuler. Et voilà, l'IA a dit que The Recruit fallait l'annuler, donc il pose pas de questions, il l'annule. Ouais, mais ouais, je sais pas, j'ai pas regardé The Recruit, moi j'ai regardé Night Agent, j'ai regardé la saison 1, je n'arrive pas à voir la saison 2, et ouais, j'avais essayé le premier épisode de The Recruit et j'avais pas accroché. Et ben The Recruit, moi j'ai beaucoup aimé pour l'instant, j'ai regardé que la première saison, j'ai beaucoup aimé, c'est beaucoup plus léger, on va dire, que The Night Agent, il y a plus de comédie quoi. Mais sinon, Night Agent saison 2, c'est juste chiant. Je suis arrêtée à la première saison pour l'instant. Le gros avantage, c'est que Night Agent saison 2, si c'est chiant, ils s'en fichent un peu parce qu'ils sont déjà renouvelés pour une saison 3 en fait. Donc, je ne comprends pas du coup. Voilà. Peut-être ils sont moins chers. Hein. Maybe, ouais. Peut-être bien. Du côté de la concurrence, il y a une double actu pour Prime Video, la série des Palladino, donc Amy Sherman et Daniel Palladino, donc créateurs de La Mère Maisel et aussi de Gilmore Girls, sur les danseuses étoiles qui s'appelle Étoile débarque après les Kings. C'est ça. Et c'est nos choux. On va. La série s'appelle Étoile, puisque ça parle de danseuses étoiles. Ça va débarquer le 24 avril. Au casting, on va avoir Luke Kirby, Lou Delage, qui est Charlotte Gainsbourg dans les rôles titres. Alors, le problème, c'est que... Donc, qu'est-ce qui est drôle avec Charlotte Gainsbourg? Ce qui est bien, c'est le délai. Mais non, mais en fait, le problème du son, c'est qu'il se déclenche au bout de 2 secondes sur 3 secondes. Donc tu anticipes les blagues en fait. Donc il faut que je le mette un peu avant. Il faut que tu sois rapide et vif. Non, je peux pas être... C'est le son en lui-même qui... C'est la faute du son, c'est pas la faute d'Olivier. Non, mais je le déclenche, je l'ai mis à 1 seconde de... Ok, je vais essayer ça. Tu es un peu l'étoile du son en fait. Tu bondis en fait de son en son, voilà. C'est ça. Donc pour en revenir à Étoile en fait, donc avec en star donc Luke Kirby, Lou Delage, Charlotte Gainsbourg et Olivier en danseuse étoile du son. Cela se déroulera à la fois à Paris et à New York. T'aurais quand même pu mettre le jingle et c'était une vanne. En suivant 2 compagnies différentes. Ils ont également commandé une autre série de Vikings à Michael Hurst, vu que Vikings Valhalla,
a été produite pour Netflix. Donc ça a duré 3 saisons, ça a été conclu l'année dernière. La série, c'est tragique. Pardon, mais moi le oulala valala m'a tué, mais voilà, je sais pas ce qui est le pire, si c'est la blague ou le son. Je crois que c'est un peu. En plus, celle-ci, je l'avais pas écrit. C'est ingérable. Celle-là, les meilleures. Il y a, voilà, et justement. La nouvelle série donc de Michael Hurst, donc créateur de Vikings et son spin-off dont nous ne prononcerons pas le nom, elle s'appellera Blood Axe et elle retracera la violente épopée en fait et le règne de Eric Bloodaxe et Eric et la traduction française, je ne déconne pas, c'est Eric à la hache sanglante, très intéressant nom en particulier, qui devint roi de Norvège vers 930 après Jésus-Christ. Il sera pas seul puisque ça va également retracer l'épopée de la reine Gunhild, dite la mère des rois. Son père était Harald Ier, dit Harald à la belle chevelure. Il m'a perdu là. Harald de L'Oréal. Voilà, Harald à la belle chevelure et un casting international a donc été lancé pour trouver les cuirs chevelus les plus photogéniques. Ouais. Merci. Le problème, c'est que même quand je prévois une seconde, en fait, quand je mets play, il se remet au début et il fait. Donc ça ne sera jamais. C'est du sabotage. Il y a le taulier dans le chat qui dit se crache au ralenti. En fait, je pense que effectivement, sans le taulier, en fait, on fait un très très mauvais segment actu. Donc on va passer à la suite. Nouvelle adaptation des romans de Carl Hiaasen, à savoir Queue de poisson en Skinny Dip en VO. Donc Queue de poisson, c'est pas une vanne, c'est vraiment le nom du roman en français. Donc c'est Carl Hiaasen donc avait écrit cette histoire de meurtre conjugal et de corruption environnementale qui se passe aussi dans les Everglades comme Bad Monkey, le livre et la série Apple. Et comme Bad Monkey, c'est Bill Lawrence qui va essayer de faire décoller ce projet de série pour Max, et il a engagé les responsables de la série préférée de Mathieu, Once Upon a Time. J'ai nommé Edward Kitsis et Adam Horowitz pour superviser l'adaptation. On passe à Canal Plus avec Paris Has Fallen. Paris Has Fallen aura une saison 2 en tournage en ce moment en Angleterre, diffusion sur Canal Plus quand c'est prêt. Donc on trouvera le même scénariste que pour la saison 1, donc Howard Overman, qui a également œuvré sur Misfits il y a très très longtemps de cela. Mais la ville pour l'instant est inconnue et aussi les détails du scénario. Alors on dit que c'est Londres puisque c'est en tournage en Angleterre, mais perso j'aimerais beaucoup que ce soit Glasgow pour avoir moult Écossais paniqués qui insultent des terroristes. Donc avis à Studio Canal. Voilà. Très spécifique quand même tes kinks. Ah ouais. Il faut. Non, on ne juge pas. Il faut. Non mais si. Et du coup. J'ai pas compris la vanne de Soriako sur le chat. La mère des rois, pas la mère des reines. Donc je vais le laisser expliquer. Parce que t'as dit que la reine s'appelait la mère des reines. La mère des rois, effectivement. Voilà, la mère des rois. Voilà, c'est ça, c'est une vanne de ok, la mère. Ok, j'ai compris. C'était une blague scatophile royale. Et donc, si vous souhaitez réviser votre Andorre sans prendre votre période d'essai Disney+, c'est possible. Les 3 premiers épisodes de la saison 1 sont d'ores et déjà accessibles sur YouTube, oui, même en France, sur le channel de Disney+, bon pas France, mais Disney+, et en attendant l'arrivée de la saison 2 le 23 avril. Cinéma, donc une petite news cinéma, ouais, Chicha, avec la polémique qui enfle autour du teaser. La police. Non, pas la police, ça c'était avant. La polémique enfle autour du teaser de Shrek 5 depuis sa diffusion le 27 février et donc on n'a pas appris grand chose à part avec ce nouveau teaser, à part le casting de Zendaya en fille de l'ogre vert Félicia. Beaucoup d'internautes se sont plaints du chara-design de ce bref teaser qui ressemble peu à la famille qu'ils connaissent des 4 premiers films. La sortie qui était prévue pour l'été 2026 a été repoussée à Noël 2026. En tout cas, il y a quelque chose qui est confirmé, c'est que tout le monde rempile du casting original pour le casting VO, sachant qu'il y a fort à parier pour qu'Alain Chabat en fasse de même pour la VF à minima. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez plus ou moins annoncé au César. Hein. Il a dit qu'il était chaud. Hein. Ouais. Léna, elle a demandé, il a dit il est chaud. Ils ont qu'à l'appeler. Appelez-le. Alors, on va passer donc à la partie jeux vidéo.
et donc d'ailleurs je remercie Sarah pour l'aide précieuse qu'elle m'a apportée pour ce segment Crash d'actu au ralenti. Oui, c'est ça, ouais. Donc on va avoir une sortie de 2 remasters le 11 juillet pour Tony Hawk's Pro Skater 3 et 4. Donc l'objectif donc de ces remasters étant de nous faire profiter aux gamers de ces 2 jeux-là dans les meilleures conditions possibles. Donc on pourra profiter de l'ensemble du contenu des 2 jeux, qu'il s'agisse des modes de jeu des skaters ou des parcs, en résolution 4K. Pardon. Tony Hawk's Pro Skater 3 et 4 proposera également beaucoup de nouveautés, à savoir un mode multijoueur particulièrement généreux puisque ce sera entièrement crossplay. Oui. D'ailleurs, effectivement, il confirme qu'il est content en fait. Donc il dit wouhou. Il est très content, ça veut dire. C'est comme Luigi en fait. Ah oui, c'est ça, c'est Luigi qui fait wouhou. Merci. Merci Cécile. Voilà. Très bon. La voix française. Tu vois, ça fait décoller. C'est ça, un peu d'énergie dans le segment. Et donc, en plus d'avoir un mode de multijoueur pour Tony Hawk's Pro Skater 3 et 4, qui sera crossplay, il pourra également accueillir jusqu'à 8, mesdames et messieurs, 8 joueuses et joueurs en ligne. Également, la police de la polémique. On découvrira aussi des nouveaux skaters, de nouveaux tricks, une nouvelle bande-son, et pour la première fois depuis 10 ans, pas un nouveau ministre de la Justice, mais des nouveaux parcs. Et 8 millions d'exemplaires qui ont été écoulés en seulement 3 jours. De quel jeu je parle? Sachant que j'en ai absolument aucune idée. Moi non plus. Non. Je sais pas. Tetris. La langue au chat. Tetris. Mais Tetris, Warcraft. Non, ça s'appelle Monster Hunter Wilds. Ah oui. Oui. C'est un jeu de Capcom qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué qui a été publié la semaine dernière. Donc Monster Hunter Wilds, il est sorti le 28 février et il est devenu le jeu le plus rapidement vendu de Capcom de son histoire. Sachant que voilà, Capcom font des jeux depuis les années 80, donc c'est un big deal. Et avant, pas comme Bill et Vincent Lagaffe, juste un big deal. Je connais mieux le big deal que Monster Hunter. Mais ça aurait été mon ami Vincent. Voilà, mais quel talent aujourd'hui. Mario, le deal. Tout, je maîtrise tout. Les années 90, c'est moi. C'était moi. Donc on n'a plus besoin du son de batterie. Voilà. Mais Monster Hunter Wilds avec Bill du Big Deal, ça serait pas mal. Hein. T'as plus trop envie de hunter. Avant, c'était Monster Hunter World qui détenait ce record avec 5 millions d'unités en 3 jours. Et avant, c'était Rick Hunter World, en fait, avec donc la série de TF1. Cet épisode est arrivé sur... C'était une blague, Olivier. Il connaît quoi aux femmes, Rick Hunter? Moi, ça y est, j'ai fini les... Moi, j'ai fini les sons, là. Je ne gère plus. En fait, je peux pas être sur le chat, sur les sons, c'est pas possible. C'est un homme. On a déconcentré, Olivier. Plus naturel, c'est fini. Et ben l'épisode donc Monster Hunter World était le premier de la franchise à avoir été commercialisé en même temps partout dans le monde. Waouh! Le mec a abandonné. Fin d'épisode. Allez, merci, bonsoir. Allez. Et donc pour en revenir à la fin du segment. Je suis désolé, mais en fait, c'est quand je passe du chat aux médias, ça fout le bordel. Je vois bien ça. Désolé. On a failli conclure l'épisode prématurément. C'était un peu con parce qu'on n'aurait jamais pu donner ta reco en fait. Donc c'est un peu con. On s'en fout. On s'en fout. Vas-y. Hein. Et pour finir en fait, puisque là le temps commence à se faire très très long. On va finir avec une news manga avec un invité prestigieux pour la Japan Expo qui se tiendra le 5 et le 6 juillet quelque part au nord de Paris en fait dans la Cambrousse, un peu plus au nord de là où vit Olivier. Ils ont annoncé la venue du tanto légendaire d'Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball. Son nom est Kazuhiko Torishima et il se produira en conférence et il donnera également des séances de dédicaces. Sachant que voilà, donc c'est vraiment quelqu'un avec plus de 50 ans de carrière qui a débuté chez l'éditeur Shueisha en 1976. Il s'est rapidement distingué par son sens de l'observation, son caractère affirmé. Il a notamment donc sauvé des séries animées telles que Doberman Deka de Björnsson, scénariste de Ken le Survivant, et il a donc découvert
de manière plus importante à Akira Toriyama, et il a été déterminant dans le développement de Dr. Slump et de l'univers Dragon Ball. Notamment, on lui doit l'inspiration pour le personnage du Dr. Mashirito et de quelques éléments clés. Et il a également contribué au lancement de séries emblématiques comme One Piece, Naruto et Hunter x Hunter, non, Hunter. Oui, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, merci Louis. Et il a également continué à influencer l'industrie du manga à travers divers postes de direction. Donc c'est une grosse légende et donc c'est un invité prestigieux qui marquera la Japan Expo qui se tiendra début juillet. Voilà, c'était tout pour moi pour les actus. Si vous vouliez rajouter une ou deux choses que vous avez vu passer, voilà, pourquoi pas. J'ai failli chanter quelque chose qui vous a marqué. Ah, désolé, hein, je t'ai coupé dans ton élan. Non, mais je vous ai épargné ça. On va donc passer à la suite. On a passé ce segment et donc on va continuer ce crash de manière très très lente. Je suis totalement perdu. Oui, c'est avec la reco de Cécile. Cécile a une reco jeu vidéo et la reco jeu vidéo s'appelle Splitification. Splitification, tout à fait. Donc, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, non, c'est split fiction. C'est la prononciation allemande. En anglais, split fiction, si tu préfères. Donc, c'est un jeu vidéo du studio Hazelight Studios qui a fait un petit jeu dont pas grand monde a entendu parler, It Takes Two, hein, quand même, Gotai 2021 de mémoire. Et donc, ils reviennent avec un jeu au concept de base de gameplay assez proche de It Takes Two. On repart sur un jeu collaboratif et vraiment, expliquez-moi pourquoi personne ne s'engouffre là-dedans. Hein, je veux dire, post-Covid, faites-nous des jeux collaboratifs qu'on peut jouer à deux sur notre canapé. C'est au-delà de mes capacités, Cécile. Mais non, mais dites-moi pourquoi, moi j'en veux plus des jeux comme ça. Et en plus, Split Fiction, si vous n'avez pas quelqu'un d'autre sur votre canapé pour jouer, visiblement le pass ami fonctionne très bien, vous pouvez jouer en ligne et je crois même que le pass ami est gratuit. Donc si vous avez le jeu, vous pouvez inviter quelqu'un à venir jouer avec vous. C'est trop bien. Si on n'a pas d'amis, c'est le pass ami. Ah, par contre, voilà, c'est pas des jeux pour les gens qui n'ont pas d'amis. Ça ne fonctionne pas, il faut être deux. C'est le principe du jeu. C'est complètement con. Moi j'ai plein d'ennemis, je veux un pass ennemi en fait pour me fighter avec mes ennemis. Non, parce que tu peux pas. Ça, c'est tous les autres jeux, ça. Si tu peux t'entretuer quand même dedans, mais sinon le but c'est de coopérer. C'est le but d'un jeu coopératif. Donc avec tes ennemis, c'est pas trop le principe de la relation. Ben si, je torturer ses ennemis avec la coopération. Et voir mourir devant soi. Non, c'est pas... Ça s'appelle la collaboration, ça c'est différent. C'est ça, c'est pas ça. Donc, It Takes Two, moi j'avais adoré. J'avais juste un petit problème, c'était sur l'histoire de fond, parce que dans It Takes Two, on incarnait un couple sur le point de se séparer, transformé en poupée par leur enfant qui pleurait ce divorce et la situation de couple dans lequel étaient ses parents. Si mes parents... pardon, j'ai un petit problème de connexion. Oui, m'entendez-vous ? Il y a eu un petit freeze. Oui, on t'entend, Cécile, tu peux continuer. Oui, New York, je suis de retour. Cognac G. Donc oui, que les parents donc étaient transformés en poupées par leur fille, triste de la situation. La meilleure solution, vu qu'elle les a transformés en poupées parce qu'elle pleurait, ils se disent, pour redevenir des humains, refaisons-la pleurer et torturons donc notre enfant. Voilà, ça m'a posé un petit problème. Ceux qui ont joué It Takes Two savent très bien de quoi je parle. Cutie, on pense à toi. Cutie, on a souffert. Vraiment, c'était le pire moment de jeu. Franchement, c'est mon pire moment vidéoludique, ce qu'on m'a forcé à faire dans ce jeu. Le jeu est très bien au niveau gameplay, mais voilà, il y a des choses dedans que je n'ai pas aimé faire. Enfin, une séquence qui a traumatisé l'intégralité des gens qui ont joué. Je pense. On le revoit souvent sur les internets. Si vous ne savez pas, vous êtes bénis. Un jour peut-être, ça vous arrivera. Split Fiction. Le sujet me parle un peu plus et me tentait bien plus. On incarne deux autrices, Mio et Zoé. L'une écrit de la science-fiction, l'autre écrit de la fantasy. Et elles sont appelées par une maison d'édition qui leur dit « Venez, nous avons un contrat pour vous, des sous-sous, venez, vous allez être édités. » Évidemment, elles courent, elles y vont. Et en fait, c'est plus une arnaque en vrai de vrai. On leur propose de se connecter à une machine qui va, absorber
depuis leur cerveau, leur histoire, pour créer un environnement 3D dans lequel, plus tard, des gens pourront aller s'immerger. Je suis désolée, j'ai des petits couacs. Oui. Évidemment, c'est quand je parle que ça coupe. Mais c'est la faute au micro et à la connexion. Toi, tu n'as pas de couac, Cécile. Ah bon, ça va alors. Mais donc voilà, on va les connecter à une machine, donc elles sont avec d'autres auteurs qui sont tous donc connectés à la machine. Ils vont être plongés dans un monde virtuel généré à partir des histoires qu'ils ont créées. Et le problème, c'est qu'il y en a une des deux, donc Zoé est toute pimpante, toute joyeuse, elle est très optimiste, donc elle y va sans se poser de questions. Et Mio est un peu plus maligne et se dit que ça pue la merde. Partons d'ici vraiment vite, ne donnons pas l'intégralité de notre contenu créatif à une boîte privée. C'est peut-être pas une très bonne idée, surtout que le contrat, à aucun moment on nous dit de combien il est, donc moi je pense que les chiffres ne sont pas assez bons. Et puis en fait, elle va se retrouver dans la même bulle que Zoé, et donc les deux vont devoir partager leur monde fictionnel et vont devoir essayer de s'en sortir ensemble. Donc on va alterner dans ce monde virtuel entre des mondes entièrement science-fiction où on va incarner des ninjas cybernétiques, on va être des robots, voilà, on va être vraiment dans des mondes futuristes plutôt dark où l'ambiance va être assez sombre et on va se battre pour sa vie, et des mondes fantasy où on va se transformer en petites fées, où nous allons incarner des cochons, des choses un peu plus légères. Et voilà, on va alterner entre les deux. Les chapitres sont majoritairement d'un style, et dedans on aura des mini-jeux ou des mini-sections qui seront du style opposé. Et franchement, le jeu est super sympa à jouer. C'est vraiment, on retrouve vraiment la patte de It Takes Two. Il y a plein de mini-jeux, il y a plein de choses à faire. Le gameplay varie vachement. On a donc beaucoup d'aspects coopératifs. On a de la plateforme, on a des visions de jeux qui sont différentes, qui sont modifiées. C'est assez sympa. On a aussi des phases de boss qui sont assez ardues. Et je trouve que par rapport à It Takes Two, le jeu est beaucoup plus exigeant. Nous, on a fait pour l'instant que le premier chapitre. Et vraiment, il y a des moments où c'est un peu du die and retry. Hein. On peut avoir un des personnages qui meurt et on continue à jouer le temps qu'il revienne. L'autre attaque encore. Et donc voilà, on meurt quand même pas mal. C'est assez compliqué. Il y a des phases, surtout des phases d'exploration, des phases notamment là c'était de la moto. On était dans un monde de science-fiction. Une moto qui vole, c'est galère à conduire. Vraiment, j'ai pas le permis pour ça. Voilà, donc on a fait beaucoup de tapage dans les murs et de repop à des endroits précédents. Le cochon aussi, je ne maîtrise pas la course de cochon. C'est pas facile, vraiment. Mais je vous conseille, c'est très drôle. Hein, c'est très difficile, effectivement. C'est pas facile à manipuler, à manœuvrer. Vraiment, le cochon ne se conduit pas bien. Voilà, je vous l'avoue. C'est ça. Et il faut aussi l'amener à bon port. Olivier, c'était ton moment. Olivier, il a totalement démissionné là. Donc voilà, moi je vous explique le truc, le logiciel il est tout pourri, donc j'ai abandonné. Hein. Je me suis incliné devant la machine, elle est trop nulle. Forfait, c'est ça, c'est sur un forfait. Voilà. Une course de cochon ratée, quoi. C'est ça. Voilà. Donc le jeu fait entre 10 et 15 heures. Pour être fini. Donc là, moi, voilà, j'en suis seulement au début, mais vraiment, pour l'instant, on a passé, je pense, on a joué 2 heures. C'est vraiment bien. Si vous avez aimé It Takes Two, vous n'avez aucune raison de louper celui-ci. Voilà. Par contre, il est peut-être un petit peu moins casual que n'était It Takes Two. Il est un petit peu plus exigeant. Donc voilà, s'il y en a un des deux qui maîtrise pas bien la manette, il y a des phases qui peuvent être un peu longues parce que vu que c'est du coopératif, comment dire, que j'ai pas le mot. Vous ne jouez pas la même chose. Le mot va pas me revenir, évidemment. C'est en split screen en fait. Vous êtes chacun avec. Ça, on est en split screen, mais non, c'était de dire qu'on n'a pas des pouvoirs. Mais le mot va pas me revenir. C'est pas grave. Complémentaire. Non, c'est vraiment qu'on n'a pas, on n'a pas les mêmes pouvoirs et donc on a forcément besoin que l'un des deux fasse une action et asymétrique. Merci. On a un mode de jeu asymétrique. Donc voilà, s'il y en a un des deux qui se galère un peu, il y a des moments où vous allez être coincé parce que
l'autre ne peut pas faire la tâche à votre place. Voilà, ça peut poser problème si les deux joueurs n'ont pas le même niveau, parce que voilà, on va pas forcément vous demander. C'est le moment où si vous êtes sur le même canapé, il y en a un qui commence à péter un plomb en disant mais putain, mais donne-moi la manette, je vais le faire. Je vous avoue que à un moment, il y a eu de la conduite de moto qui ne marchait pas, et donc une certaine manette a été échangée parce que vas-y, je tire sur les méchants, tu conduis parce que je n'y arrive plus. Mais non, voilà. Et les héroïnes sont sympathiques. Après, moi, voilà, il y en a. Pour l'instant, j'avoue que la douce enjouée Zoé, qui adore la fantaisie, me tape un petit peu sur les nerfs parce que elle est trop bisounours. Mais je pense qu'il y a quand même un fond caché. Ça va s'approfondir plus tard et ça ira mieux. C'est vrai que là, je suis plus du côté de la cynique Mio. Et malheureusement, ce n'est pas le personnage que je joue. Voilà. Enfin, si vous avez aimé It Takes Two, si vous aimez les jeux collaboratifs, foncez, n'hésitez pas, c'est vraiment un très bon moment à passer. Et est-ce que tu peux rappeler comment on y accède à ce jeu ? C'est sur Steam, ça se passe ? Il est sorti sur Steam, il est sorti sur PS5, je sais pas s'il sortira sur d'autres plateformes, parce que It Takes Two avait fini par sortir sur Switch aussi. Là, je sais pas si c'est prévu, en tout cas pour l'instant, je crois qu'il y a Xbox aussi. Ça coûte combien en général ce truc ? C'est autour de 40€, j'aurais dit 40-45, quelque chose comme ça. Ok. Mais c'est noté, merci pour cette belle reco de jeux vidéo. On va passer à la reco que j'ai moi, qui est une reco musicale, qui est la deuxième reco musicale de ce podcast, hein, après donc le concert de Ditz. Et on reste dans l'univers du rock, mais c'est beaucoup moins punk, puisque je vais vous parler d'un groupe anglais que j'aime d'amour, qui s'appelle les Doves. C'est un trio qui vient de Manchester et qui a sorti il y a quelques jours leur nouvel album qui s'appelle Constellations for the Lonely. Doves, j'en avais parlé il y a quelques années dans Feu la phase B. J'avais ajouté The Storm à une mixtape de Noël, donc The Storm qui sample un des extraits de la BO de Snake Eyes de Palma. Donc c'est un morceau très très atmosphérique, mais qui en même temps ne représente qu'une petite partie du son du groupe. Et donc c'est donc la sortie du nouvel album, elle a été faite de manière très très discrète, mais ça va me donner l'occasion de revenir sur mon amour pour ce trio de Manchester qui est composé de Jimmy Godwin et des deux frères Andy et Jez Williams. Ils sont en activité depuis 25 ans. Et ils ont commencé dans l'électro sous le nom de Sub au début des années 90. Et ensuite, ils ont décidé de fonder les Doves à la fin des années 90, qui pour le coup est un pur groupe de pop rock. Et ils ont sorti leur premier album en l'an 2000, c'était Lost Souls, qui a reçu un excellent accueil critique et public. Ouais, très bon album. Et ils ont sorti donc une flopée d'albums dans la décennie suivante, avant de faire un gros hiatus entre 2010 et 2020. On ne savait pas vraiment s'ils allaient revenir. Je suis tombé sur leur musique déjà alors qu'ils avaient commencé leur hiatus, en fait, qu'ils avaient déjà fini de mettre, enfin qu'ils avaient mis en pause un tout petit peu la musique. Et donc j'avais notamment acheté leur best-of, donc je vais recommander un tout petit peu plus loin. Donc en 2011-2012. Et moi je savais pas si vraiment le groupe avait splitté. Et ils sont revenus en 2020, l'année où ils ont sorti The Universal Want. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une tournée britannique qui était prévue, mais qui avait été annulée suite aux soucis d'alcoolisme et de santé mentale de Jimmy Goodwin. Et donc les deux frères Andy et Jez, dans l'année suivante, en 2021, ils ont commencé à composer cet album pour aller de l'avant, parce que c'est ce qu'ils ont expliqué dans les interviews qu'ils ont données. Il y avait une grosse possibilité que le groupe split, parce que l'annulation de cette tournée de retour qui avait été espérée par les fans et qui était un tout petit peu espérée, je pense, en interne au niveau du groupe depuis 10 ans, elle a été annulée un peu à la dernière minute, puisque voilà, Jimmy Goodwin ne se sentait pas d'assurer tous ces concerts-là. Alors pourquoi j'aime ce groupe alors que voilà, en termes musicaux, en fait, la pop rock anglaise, j'aime bien les Oasis et les Oasis, les Blur, les Gorillaz, mais pas au point d'être un fan. C'est parce que les Doves, ce sont de super mélodistes et c'est aussi des producteurs hors pair. Ça fait vraiment partie des groupes qui sont le mieux, pas forcément sur des singles, mais vraiment sur la durée des albums. Et surtout, on penserait que
parmi les groupes de rock anglais, en fait, qu'ils auraient vraiment une formule vraiment taillée pour la scène avec des gros riffs, des gros refrains. Et ils en ont. Ils ont vraiment des refrains qui rentrent en tête, des mélodies, des riffs de guitare qui rentrent vraiment en tête, mais c'est pas vraiment ce qu'ils font tout du long. Ce sont vraiment des musiciens qui prennent le temps pour réfléchir leur son, pour devenir expérimentaux s'ils le font, s'il le faut, et surtout qui n'arrêtent pas de parler d'ailleurs, que ce soit dans leurs paroles, dans leur musique en fait. L'album Some Cities en fait a été un peu enregistré en réaction un peu à la gentrification et un peu au changement d'urbanisme en fait de la ville de Manchester, qui devenait un tout petit peu méconnaissable autour des années d'enregistrement de l'album. Et vraiment, même si voilà une grosse partie en fait des titres parlent vraiment voilà de eux et un tout petit peu de leur ville. Les Doves n'arrêtent pas de parler d'ailleurs, et donc ils ont des sons qui s'appellent Brésil, il y en a d'autres qui s'appellent Andalusia, pour le coup qui est un morceau qui a été enregistré pour leur best-of avec un clip qui a été tourné en Espagne, où d'ailleurs ils n'apparaissent pas du tout, où ils ont monté le son du single en fait sur un tout petit peu des danseurs locaux de flamenco en Andalousie. Et là, sur le dernier album, ils ont un son qui s'appelle Orlando, qu'on pourrait même croire consacré au spleen d'un habitant de la Floride, qui est basé autour d'une mélodie de piano qui est vraiment interrompue par des grosses incursions électro. C'est un morceau qui est très expérimental, qui est très surprenant à écouter. Et donc l'album Constellations for the Lonely, c'est beaucoup plus une réussite artistique que le précédent album, qui était l'album du retour. Le contrepoids de ça, en fait, le revers de la médaille, c'est qu'il y a moins de contributions vocales de Jimmy Goodwin, qui a une voix vraiment qui porte, en fait, qui sait vraiment bien retranscrire les mélodies, qui sait vraiment retranscrire les refrains que vous allez fredonner. Du coup, ça laisse la part libre à Jez et Andy d'avoir les morceaux avec leur propre voix dessus. Ils étaient déjà sur les précédents albums en fait, donc, mais ils étaient beaucoup plus en retrait. Ce sont des voix qui sont beaucoup moins chatoyantes, qui sont un peu plus nasillardes, mais ça donne aussi des titres de qualité en fait. Ils sont vraiment pas partis totalement à volo. Moi j'aime bien ce type de voix, donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'il faut aimer quoi. Ouais, après c'est ça. Moi en fait j'ai mis un peu de temps avant de me rendre compte que en fait voilà Jez et Andy en fait ils avaient aussi des morceaux où c'était eux qui, parce que voilà moi quand j'écoutais les Doves en fait il y a 70 ou 75% des morceaux avec la voix de Jimmy Goodwin dessus, et du coup c'est une partie très très intégrante du son du groupe. Et donc c'est un dernier album qui prouve qu'ils ont encore beaucoup de choses à explorer, où ça part souvent en psychédélique, il y en a un autre qui part plus en bande son de film. Comme la grosse majorité des albums des Doves, si vous voulez l'écouter au casque, je vous le recommande très 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 fortement. Si vous l'écoutez à fond en voiture, ça marche pour une bonne moitié de l'album, qui est la partie la plus accessible, la plus pop rock, très très rentre dedans, très très atmosphérique. Mais c'est un album qui est très soigné au niveau du son. C'est des gens qui ont du son bien à eux, qui me prouvent après 5 ans d'absence qu'ils ont énormément de choses à dire, qu'ils savent maintenir leur son tout en étant expérimentaux. Donc ils ont encore une belle carrière devant eux. Ils vont enfin faire une tournée où pour le coup Jimmy Goodwin pour l'instant ne va pas participer à la tournée, même s'il est sur plusieurs sons, sur plusieurs morceaux de cet album. Donc malheureusement la tournée pour l'instant ça n'est pas prévu qu'il passe par la France. C'est aussi une des raisons de la recommandation, c'est que à ma connaissance, après une brève recherche, les Doves en fait, que ce soit au niveau des festivals ou des concerts, entre 2000 et 2010, ils ont pas du tout défendu, à part quelques concerts parisiens, mais ils ont pas du tout défendu leur album sur scène ici. C'est un tout petit peu un des secrets les mieux gardés du rock anglais. Pour ceux qui potentiellement vont écouter Constellations for the Lonely, mais ne seront pas convaincus, je vous recommande très très fortement, donc Olivier en parlait il y a quelques minutes, donc le premier album qu'ils ont fait qui est Lost Souls.
le troisième album qu'ils ont fait qui s'appelle Some Cities, qui est sorti en 2005, et donc où il y a donc The Storm dessus, et où il y a un des meilleurs morceaux qui, pour l'instant, de leur carrière, qui s'appelle Black and White Town, qui d'ailleurs qui est un clip que je vous recommande, qui est réalisé par Lynn Ramsey, qui est un peu des gros noms, enfin un des gros noms du cinéma indépendant qui a réalisé un clip pour eux à l'époque. Et éventuellement, si vous voulez pas vous plonger dans les albums, vous avez qu'à faire comme moi. Vous avez qu'à donc découvrir Doves à travers le best-of, l'excellent best-of The Places Between de 2010. Donc il y a un CD de best-of, donc avec les singles et des versions alternatives des singles. Un deuxième CD entièrement avec des faces B, des raretés et des mix. Donc je vous recommande l'écoute de ce best-of là parce que c'est un très 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 bon aperçu de ce dont ils sont capables. Et voilà, moi à titre personnel, j'espère que voilà, même s'ils prennent le temps pour enregistrer les albums, qu'ils vont continuer à enregistrer des albums sous le nom des Doves, et que voilà, Jimmy Goodwin pourra éventuellement revenir dans le sérail. Donc voilà, c'était ma recommandation musicale. Et donc avant de terminer ce numéro, on va passer à la dernière recommandation, qui est encore une recommandation décidément de cinéma. Donc c'est le troisième film que Olivier va nous recommander. Et ça s'appelle même. Le quatrième. Et oui, effectivement, Oui. il y avait les damnés. Effectivement. Donc il y avait Daffy et Porky, Sauve le monde, il y avait Sing Sing, il y avait les damnés, et donc ce quatrième film. Des films complètement différents. Ah oui, ça, difficile de faire plus différent entre Daffy et Porky et ce qui arrive. Et The Brutalist. Oui, en fait, c'est un début d'année qui est assez étonnant. Il y a beaucoup de films que je jugerais, je dirais, plutôt importants qui sortent vraiment en ce tout début d'année. J'ai pas eu le temps de beaucoup aller au cinéma ces derniers temps, mais par contre, à chaque fois que je vais voir un film, je me dis waouh, mais ce film-là, il serait en tête de top 10 toutes les autres années, quoi. Donc c'est assez fou ce début d'année. Et donc là, je vais vous parler de The Brutalist, qui est un film qui est réalisé par Bradley Corbett, que moi je connaissais surtout dans sa carrière d'acteur. J'avoue que j'ai pas du tout vu ses précédentes réalisations, mais ça me donne ce film-là m'a vraiment donné envie de me pencher un peu sur les deux films qu'il a réalisés avant. Et donc The Brutalist, ça raconte l'arrivée aux États-Unis d'un architecte juif hongrois qui s'appelle Laszlo, qui a la particularité d'avoir survécu au camp de la mort. Il a été séparé de sa femme qui était dans un autre camp, et il a réussi à survivre, à partir en Amérique avec voilà, dans des conditions de voyage très très compliquées. Et donc le film commence au moment où il pose le pied aux États-Unis, à New York, et où il rejoint son cousin qui est là depuis longtemps, qui s'est marié avec une Américaine, qui est bien installée, qui a une entreprise de mobilier, et son cousin en fait va l'aider à trouver du travail auprès d'une riche famille locale. Sauf que il est censé faire une bibliothèque, et en fait ça se passe pas très bien, parce que en gros, c'est le fils qui a demandé à un architecte de refaire la bibliothèque de son père, mais son père prend très mal la surprise. Donc ça se passe mal. Ça crée un gros clash entre les deux cousins, et il se retrouve sans le sou, tout seul, et voilà, à devoir survivre. Sauf que il se trouve que le pater familias de la riche famille va faire son mea culpa, et va voir en Laszlo un précurseur d'un style qu'on appellera ensuite le brutalisme, qui est un style qui fait vraiment la part belle au béton. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'après-guerre. Les matériaux sont trop chers, donc en fait on passe par le béton qui est beaucoup moins cher. Et voilà, donc il va décider de prendre sous son aile Laszlo, et de lui confier
des projets, notamment un projet qui est assez monumental. À ce moment-là, on se dit, ah bah tout va bien, et ça y est, il est enfin lancé dans sa vie américaine. Tout semble s'améliorer pour lui, mais bon, malgré tout, on sent qu'il reste un étranger en situation précaire. Il reste quand même dépendant d'un millionnaire qui est complètement taré, qui change d'avis comme de chemise. Et puis, surtout, il est très seul. Sa femme, en fait, il a débarqué seul aux États-Unis. Il attend que sa femme puisse rejoindre. Elle est bloquée en Autriche avec sa nièce. Et donc, il est très seul et il attend que sa femme revienne, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va réussir à rejoindre les États-Unis. Le parcours est très compliqué. Donc voilà, donc The Brutalist, c'est un film qui est très ambitieux. C'est une grande fresque qui se passe non pas sur plusieurs années, parce qu'en fait, en termes de temporalité, il est assez condensé malgré tout. Mais c'est un film qui dure quand même 3h30. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont racontées. C'est une grande fresque, donc, comme les Américains savent le faire, et même si c'est le genre de film qui n'existe plus trop, moi c'est vraiment le type de film que je kiffe vraiment. Ça mène la grande à la petite histoire, et évidemment ça rappelle le dernier film avec cette envergure là qu'on a vu. Ça remonte à il y a quelques années, puisque c'était au début des années 2000, fin des années 2000, je sais plus, qui s'appelait There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Les films, on compare souvent les deux. Après, moi, je trouve qu'ils n'ont pas tant en commun que ça. Je trouve que There Will Be Blood est beaucoup plus ample, beaucoup plus fou que The Brutalist. Mais on y retrouve quand même le même type de geste, le même désir en fait de regarder la construction de l'Amérique par le biais d'un self-made man, et de se rendre compte aussi que de la folie sur laquelle sont bâties les fondations de ce pays. Et encore une fois, comme je le disais sur les damnés, on se rend compte que toutes ces fondations, c'est voilà, la folie de ce millionnaire a créé Donald Trump. Forcément, on a ça un peu dans le coin de notre tête. Mais malgré tout, je trouve que The Brutalist est quand même plus abordable que There Will Be Blood, qui était vraiment très extrême dans son récit. Je crois que le premier son de There Will Be Blood arrivait au bout de 20-25 minutes de film. Là, c'est pas du tout le cas. Il y a des choix qui sont beaucoup moins radicaux. Et donc, je vous disais que le film dure 3h30, mais malgré tout, ça reste un film qui est largement abordable au plus grand nombre, qui est jamais chiant, qui est pas exigeant en termes de cinéma, je trouve. Surtout qu'il y a une entracte de 15 minutes au milieu. Et ça permet en fait de respirer, ça permet, enfin moi ça m'a permis d'aller manger un bout, voilà, et ça permet aussi de respirer. Un brutaliste. Un brutaliste, ouais. Et donc ouais, enfin cette entracte elle vient après une première partie qui est très intense, qui est très forte émotionnellement, donc ça fait du bien aussi de pouvoir s'arrêter, de respirer un petit peu, et puis ça permet aussi à l'auteur de partir sur une deuxième partie qui n'a pas tout à fait la même tonalité, qui est beaucoup plus intime, et donc et ça permet d'avoir cette rupture de ton sans que ce soit trop choquant en fait, et donc en fait c'est comme si on regardait deux films d'1h40 qui sont chacun dans leur style très prenant, et du coup on n'a pas cette sensation de regarder 3h30 de film, quoi. Donc moi à la base je voulais voir le film parce que je suis assez le brutalisme c'est un type d'architecture qui me fascine, parce que ça a créé des bâtiments qui sont monumentaux, qui sont dans des tailles qu'on voit nulle part, et c'est pas forcément très joli, mais par contre la grandeur de ces bâtiments est quand même assez fascinante. En plus c'est un style qui a découlé un peu vers le style moderniste, c'est un peu du brutalisme mais qui est plus léger, et
et notamment, moi, j'ai eu la chance de découvrir la ville de Brasilia qui avait été fait par Niemeyer et qui est fait entièrement en béton, mais avec des architectures qui sont complètement folles. Et je trouve que d'un point de vue architectural, c'est vraiment très intéressant. Et ce qui m'intéresse vraiment dans ce style-là, c'est que je vous disais, l'extérieur est pas très beau en général, puisque c'est du béton nu. C'est des gros blocs de béton. Mais c'est pour ça qu'on a appelé ça brutalisme, parce que une architecture qui est brute. Mais par contre, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les intérieurs qui, en général, sont très très étudiés, qui sont des vrais modèles d'ingéniosité, où la lumière est très étudiée, très pensée. Il y a l'idée, c'était d'avoir des pièces très claires, très lumineuses, et de trouver des solutions pour rendre ces pièces très lumineuses sans forcément avoir des grandes ouvertures. Et il y a tout une circulation de l'air qui est différente. Enfin voilà, en termes d'architecture, c'est hyper foisonnant parce que les intérieurs, en fait, ils sont optimisés pour être à la fois pratiques et en même temps très design et très moderne. Donc c'est assez intéressant à regarder de l'intérieur. Et donc voilà, donc déjà ce thème-là m'intéressait beaucoup. Je trouve que le choix d'en faire une fresque gigantesque à la David Lean, ça a attisé un petit peu la hype que j'avais au départ. Et après avoir vu le film, j'avais un peu peur d'être déçu. Et puis en fait, pas du tout, quoi. J'ai pas du tout été déçu parce que d'abord, je trouve que le film trouve une vraie identité. Et puis au-delà de sa grandeur, c'est un film qui est porté par un casting qui est assez formidable, avec évidemment Adrien Brody en tête, qui prolonge en quelque sorte son rôle du pianiste, puisqu'en fait c'est presque la suite du pianiste, puisque le film commence au moment où le pianiste se terminait. Et donc dans le pianiste, c'était une personne qui vivait le camp de concentration, et là c'est la suite de la vie d'une personne qui en a réchappé, et tous les deux artistes. Donc il y a vraiment il y a vraiment une filiation forcément entre les deux films. Mais dans le casting, il n'y a pas que lui. Et j'aimerais vraiment mettre en avant la performance de Guy Pearce, qui joue le richissime fou et qui le fait vraiment parfaitement. Je trouve qu'il est excellent dans ce rôle, parce que en fait, il campe un personnage qui est très difficile à cerner, qui peut partir en vrille à tout moment, qui peut être sympathique, et 10 minutes plus tard, qui peut être insupportable, et en passant par une colère, et puis en redevenant sympathique, et en fait, c'est un mec qui symbolise à lui tout seul l'ambivalence qu'il peut y avoir entre un mécène et un artiste. On sait jamais vraiment quelles sont les motivations qui poussent un mécène à financer un artiste, et en fait, on sait jamais si, il détient la vie de l'artiste entre ses mains, donc il peut le laisser tomber du jour au lendemain, et l'artiste se retrouver sans aucune ressource. Et en fait, ce qui est intéressant dans le jeu de Guy Pearce, c'est ça, tu le sens dans sa façon de jouer, avec des tics, avec une manière de parler, avec vraiment, tout est joué dans l'interprétation et pas souvent dans les dialogues. Tu comprends qu'il y a cette épée de Damoclès au-dessus de Laszlo, mais pas forcément dû à ce qu'il dit, mais par rapport à la manière dont il se comporte avec lui. Donc ça, vraiment, j'ai trouvé ça assez fort. Et l'autre chose qui m'intéresse dans ce film, c'est le fait que, et qui fait que le film se distingue un petit peu aussi des autres films qu'on voit sortir toutes les semaines, c'est, je trouve, la gestion de la musique. C'est une musique qui se met au diapason de l'ambition visuelle du film. Moi, je la trouve absolument magnifique. Vraiment, elle est en adéquation totale avec ce qu'on voit à l'image. Et la partition, elle est de Daniel Blumberg, que je connaissais pas, mais qui n'est pas forcément un compositeur de films. C'est plus, il est plus connu pour faire de la musique expérimentale et largement improvisée en général. Là, il y a un peu des improvisations, mais globalement, il a quand même composé et écrit beaucoup de choses. Et je trouve que c'est un vrai travail d'orfèvre ce qu'il a fait. Sa musique, elle rythme le film. Et
elle crée une ambiguïté permanente et ça donne au film, même quand il se passe des choses entre guillemets joyeuses, il y a toujours cette musique qui reste et qui donne un caractère un peu paranoïaque. On sent que c'est une musique qui nous dit que tout peut basculer à tout moment, que tout peut partir en vrille à tout moment. C'est une musique vraiment très paranoïaque, très voilà, qui donne une tonalité totalement unique au film et vraiment moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué au visionnage du film. Donc voilà, et je voulais terminer en disant que ça a beau être une fresque géante, son budget est inversement proportionnel à ses ambitions. C'est-à-dire que le film n'a coûté que 10 millions de dollars. Donc autant dire que c'est un pet de lapin dans le Hollywood actuel. C'est rien du tout et ça se voit pas du tout à l'écran. Les reconstitutions, notamment architecturales, sont impressionnantes. Je sais pas comment ils ont réussi à faire le film avec si peu d'argent. C'est un vrai miracle. Et moi, ce que j'aime, c'est que Corbett, ouais, ok, il avait pas beaucoup d'argent, mais il a jamais renoncé à son ambition. Il a toujours voulu rester dans quelque chose de gigantesque, dans quelque chose de monumental, et en même temps quelque chose de très intimiste. Et le résultat, moi, je trouve que par rapport au budget, le résultat visuel est quand même assez fou. C'est-à-dire que nous, on fait des comédies toutes pourries pour plus cher que ça. Et lui, il arrive à faire une fresque de 3h30 complètement folle. Et moi, je trouve que c'est un geste artistique qu'il faut largement souligner. Voilà, donc pour moi, c'est le gros morceau de la rentrée en termes de cinéma. Je vous avais parlé de Mickey 17 qui est un film très original, très unique et tout. Mais je pense que Brutalist va finir en grosse... à la très haute place de mon top 10 à la fin de l'année parce que voilà, je pense que c'est un grand film qui va rester qui va rester dans l'histoire, et même si ça fait un peu peur au premier abord parce que 3h30 tu te dis faut que je pose un RTT pour aller le voir, c'est saoulant et tout. Vraiment, on se fait jamais chier. C'est une demi-RTT. Ouais, mais il faut se remettre après. Ok, donc c'est une RTT, ok, d'accord. Ouais. Mais je trouve que c'est un film où on se fait pas chier, où il se passe plein de choses, où on s'identifie très vite au personnage, et qui montre toute la folie parce que je vous raconte pas tout, mais le personnage en lui-même de l'architecte est quand même assez dingue. Et voilà, ouais, on est propulsé dans un tourbillon de folie, et on n'attend qu'une chose, c'est le moment où tout ça va exploser, quoi. Donc voilà, pour moi c'est un grand film, et je vous recommande vraiment d'aller le voir au cinéma, parce que c'est sur grand écran qu'il faut voir ça. Et tout ça, ça donne vraiment envie. Donc ce Brutalist, c'est toujours en salle. Hein. Donc on va, on a parlé vraiment en détail de beaucoup de choses à recommander cette semaine. Parmi les choses qui ne sont pas recommandées, on est d'accord, ça sera la nouvelle saison de Love is Blind. Mais à part ça, en jeu vidéo, on a eu Split Fiction. En livre, on a eu Des Diables et des Saints. En musique, on a donc les Doves, Constellations for the Lonely et les albums précédents. En cinéma, donc tout ce qu'a recommandé, donc tout ce qu'a évoqué Olivier, donc Daffy et Porky sauvent le monde, toujours en salle. Sing Sing, toujours en salle. Les damnés, à ma connaissance, c'est distribué dans assez peu de salles, donc dépêchez-vous. Oui. Mais il est encore en salle à Paris. Voilà. Les Deeds, en nouvel album qui est sorti fin janvier 2025, qui s'appelle Never Exhale. Concert le 21 novembre au l'Élysée-Montmartre. Voilà, donc si vous voulez aller les écouter et potentiellement revenir les voir si c'est pas encore complet, ils repassent en novembre à Paris. Et donc ce Brutalist, donc qu'on vient d'évoquer, toujours en salle.
Donc voilà, cet épisode sera donc disponible sur vos plateformes de podcast, sur les plateformes de podcast habituelles. Donc il me souhaite plus qu'à vous remercier. Donc merci les Dwish, merci les poditeurs, merci aux fans d'arithmétique, on est ensemble. Bonne découverte, bonne semaine et surtout, bonne journée. Et c'est coupé.